Je m'appelle Laura Di Musio, j'ai 30 ans et je joue au rugby. Joué en équipe de France, moins de 18, moins de 20 ans. Et j'ai créé une agence pour la promotion du sport féminin. J'ai la chance de commenter les matchs pour France Télévisions. Mais ce que j'ai trouvé dans le rugby, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est un sport où on t'apprend t'es rien sans les autres. On te rappelle que t'es un numéro et que t'es pas indispensable. On gagnerait qu'ensemble, que notre salut ne passerait que par l'équipe. Que le sport de haut niveau, c'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Quelque part, le sport, ça révèle ce qu'il y a en toi. Le talent ne remplace pas le travail. Tu ne seras que meilleur en apprenant des autres et en donnant aux autres. Salut les sportifs, c'est Armano. Aujourd'hui, je vais pas vous en faire des tartines comme dans le dernier épisode que j'ai publié il y a presque 2 mois. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, je voulais prendre du temps pour moi, pour ma famille et pour mon projet Agrippa. J'ai toujours un petit peu de mal à faire la part des choses, mais on avance progressivement. D'ailleurs, pour le projet Agrippa, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur hermano.fr/agrippa et comme ça vous pourrez vous inscrire à la future newsletter où je vous en dirai un petit peu plus sur le projet. Pour l'épisode d'aujourd'hui, déjà un grand merci à toi Sylvain pour le montage. Je ne sais pas comment j'aurais pu avancer sans toi. J'ai toujours dans les tablettes un superbe épisode avec 2 swimrunners que j'avais rencontrés lors du swimrun des Gorges de la Loire où j'ai participé avec Bertrand Soulier, mais ça va venir, c'est mon petit bébé, je le peaufine et j'y vais doucement, surtout que les conditions d'enregistrement n'étaient pas exceptionnelles. Bref, pour l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est encore une sportive exceptionnelle. Et ce n'est pas que une sportive, c'est une femme, une grande femme qui agit beaucoup pour la cause du sport et la cause féminine. Et franchement, je me délecte de vous laisser écouter cet épisode qui, je l'espère, vous touchera autant qu'il m'a touché moi pendant que je l'enregistrais et Sylvain pendant qu'il faisait le montage. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ou sur le site, ça me fait énormément plaisir et ça me permet de progresser à chaque fois. Comme par exemple Maurice qui est venu laisser un commentaire sur le site pour me soutenir et me souhaiter bon courage, ou même sur la plateforme Apple Podcast. Et vous pouvez faire comme Licrox qui a laissé un commentaire en mars dernier. Merci pour ce podcast rempli de fraîcheur, les sujets sont passionnants. Merci à toi Licrox. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, j'ai comme toujours un invité, mais non, même pas, j'ai pas un invité, j'ai une invitée. Alors c'est une chose qui me rend énormément heureux parce que faut bien le dire, il y a beaucoup d'hommes qui répondent à mes invitations, mais un peu moins de femmes. Donc là, je remplis non pas mon quota, mais plutôt le plaisir d'avoir une invitée. Et puis d'autant plus que elle performe dans un sport qui est plutôt, allez, on va aller rentrer dans les clichés, plutôt un sport de mec. Alors, je crois que j'ai assez parlé. Cher invité, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux, en quelques mots déjà, te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, et puis quel sport tu pratiques, évidemment, c'est quand même un podcast sportif. Alors bonjour Hermano, bonjour à tous et à tous. Alors je suis ravie d'être ici avec vous. Je vais cesser le suspense. Donc je m'appelle Laura Di Musio, j'ai 30 ans et je joue au rugby. Donc en effet le rugby qui clairement on peut le dire est considéré plutôt comme un sport masculin, mais la tendance féminine se développe de plus en plus et au contraire plus on sera de pratiquants et de pratiquantes, je pense plus les gens pourront découvrir la beauté de ce sport, donc tant mieux. Alors moi, j'ai découvert le rugby complètement par hasard. Ça fait 16 ans que je joue maintenant au rugby. Au départ, je joue au foot dans mon petit village parce qu'il y avait qu'un club de foot d'ailleurs. Et puis, c'est au collège, à l'UNSS, qu'on a fait des découvertes, différents sports. Il y avait du rugby. Et mon passé de footballeuse m'a aidé à plutôt bien me débrouiller sur un terrain de rugby. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, écoute Laura, tu te débrouilles bien. Dans le lycée d'à côté, il y a une section féminine. Tu devrais y aller parce que ça pourrait peut-être te plaire et t'intéresser. Donc, je suis allée dans le lycée d'à côté et je me suis inscrite à la section rugby pour les filles. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite parce que à l'époque, c'était il y a quand même une quinzaine d'années, il y avait moins de licenciées féminines. Donc, dès qu'on sortait un petit peu du lot, on pouvait monter dans les échelons.
Donc j'ai fait des détections régionales et puis nationales, et je me suis retrouvée en équipe de France, moins de 18, moins de 20 ans très vite, alors que quelques années avant, je ne connaissais aucune règle du rugby. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et puis en parallèle, je me suis inscrite dans le club du meilleur niveau dans ma région. Donc c'est à côté de Lille, c'est à Villeneuve-d'Ascq. Et voilà, j'ai eu une carrière comme ça en parallèle en équipe de France pendant 7 ans, donc à peu près de mes 17 à mes 24-25 ans. Et puis là, je suis encore en activité avec mon club. Donc c'est ma 16e saison, 10e en tant que capitaine. Tout le monde m'appelle la vieille dans l'équipe. Je le vis comme je peux. Hein. C'est difficile quand on est sportif sur la pente descendante. Et puis en parallèle de ça, j'ai mené mes études en parallèle du sport, puisque le rugby féminin est un sport amateur. Il n'y a que quelques sportifs qui vivent du rugby à l'heure actuelle, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'ai fait une prépa HEC, ensuite une école de commerce donc à Schema, ici à Lille. Et puis après avoir bossé 2 ans dans une entreprise en tant que responsable marketing, j'ai quitté l'entreprise et j'ai créé une agence pour la promotion du sport féminin avec 2 associés qui s'appellent LJA Sport. Donc LJA, c'est pour les 3 associés, Laura, Yannick et Alex, mais c'est surtout pour Ladies Are Just Amazing. Et donc mon quotidien maintenant, c'est d'accompagner à la fois les sportives pour essayer de trouver des sponsors, trouver des stages, des boulots qui correspondent à leur vie de sportif, créer des événements autour du sport féminin. Et puis en parallèle, j'accompagne aussi des entreprises sous des formats plutôt de conférences ou de formation et sur les parallèles qu'on peut faire entre le management d'une équipe sportive et le management d'une entreprise. Donc voilà, ça occupe ma journée. Et puis de temps en temps, depuis 4 ans maintenant, j'ai la chance de commenter les matchs pour France Télévisions. Je suis devenue consultante après ma carrière en équipe de France. Et donc, ça fait 4 ans que je suis derrière le micro avec Jean Abeyou. Et c'est génial. J'adore faire ça. C'est quelques week-ends dans l'année, 5, 6, 10 week-ends selon les compètes. Et ça me permet de transmettre différemment et de vivre différemment les émotions du sport en dehors du terrain. Donc voilà, je pense que vous savez à peu près tout de moi. J'ai pas encore tout révélé, mais là, il y a déjà une bonne palette de ce qui m'occupe sur la semaine. Ah oui, c'est clair. Je pense que les semaines sont bien chargées. Tu nous as pas dit, il y a une place pour la famille dans tout ça ou pas encore? Non, pas les enfants, ça c'est sûr. Clairement, dans mon équipe, on a des joueuses qui sont mamans et je les respecte au plus haut point. Je ne sais pas comment elles font pour gérer parce que nous, clairement, la vie sociale, elle commence après 21h30, hein, vu qu'on s'entraîne 4 soirs semaine jusqu'à 21h30. Et encore, ça commence à 21h30 si on fait le choix de ne pas se laver. Si on se dit je prends une douche après l'entraînement, c'est 22h. Donc après, ce qui est génial, c'est que la famille proche et les amis savent que le sport de haut niveau, c'est notre passion, que ça ne dure qu'un temps. C'est une dizaine d'années. Et souvent, ils acceptent très, très bien. Mais moi, je ne fais pas partie de ces femmes qui ont accepté, qui se sont dit je vais avoir des enfants et après, je vais reprendre la carrière. Et celles qui le font, franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est une problématique supplémentaire qui s'ajoute et en termes de logistique, ça devient vraiment compliqué. Bon, écoute, je pense qu'on aura le temps de revenir un petit peu sur l'organisation d'une sportive de haut niveau. Déjà, juste une petite question parce que je suis d'origine italienne, donc on dit Laura Di Musio ou Laura Di Muzio? Comment on dit? Alors, moi aussi, je suis d'origine italienne. Si tu veux faire honneur à mes ancêtres, fais-toi plaisir à l'italienne. Même si malheureusement je ne parle pas très bien italien, j'ai quelques notions, je vais en vacances très souvent là-bas dans ma famille, dans les Abruzzes et voilà, donc tu peux te faire plaisir sur l'accent italien, ce sera avec plaisir. Bon, donc les questions de la fin avec un petit blind test en italien, non, ça te branche pas? Franchement, je peux te faire un petit Vivo per lei ou Laura Pausini, je peux me débrouiller. Bon, écoute, on verra. Éventuellement, on mettra en bonus. Hein, tu pourras l'enregistrer tranquille chez toi, puis on mettra ça en bonus. Si les gens vont fuir. Mais non. Donc, si j'ai bien compris, encore une ou un sportif, enfin un grand nom du sport qui découvre le sport plutôt sur le tard et puis après qui s'éclate, quoi, qui performe. Donc, tu nous l'as dit, t'as découvert le sport il y a 16 ans, t'en as 30, donc si je compte bien. 14, hein, ça doit être ça. Le rugby, oui, je faisais du foot, un peu de karaté avant, mais le rugby en lui-même, surtout, moi, je viens du nord de la France, c'est pas une région où le rugby est le sport national. Donc, ouais, j'ai vraiment découvert ça presque par hasard. Ouais, bien sûr. Quand je dis le sport, c'est le sport dans lequel vous, les sportifs qui découvrez cette discipline sur le tard, vous performez. Je sais qu'à ce micro, j'avais eu notamment des apnéistes et par exemple Arthur Guérin-Boéry, 5 fois champion du monde, qui a découvert l'apnée,
qui a découvert le monde de l'apnée compétitif à 26 ans et il a super performé. Donc voilà, je voulais vous rendre hommage aussi pour ça, parce que c'est pas parce qu'on commence un sport à 2 ans qu'on va devenir champion du monde. Des fois, il suffit de découvrir ça un jour, d'avoir la flamme, de découvrir, d'avoir cette passion et puis de se faire plaisir. Et je pense que ça rejoint une des valeurs du sport, qui est vraiment de se faire plaisir, de partager, à la limite de se faire mal, mais toujours en respectant les règles. Enfin voilà, c'est un peu confus, mais je pense que les auditeurs auront compris. Donc tu découvres le rugby féminin à 14 ans dans le cadre de l'UNSS, donc dans le cadre du sport scolaire pour ceux qui sont pas français. Est-ce que c'est tout de suite est-ce que tu tombes tout de suite amoureuse de ce sport, ou ça prend quand même quelques mois? Comment ça se passe, cette relation amoureuse, enfin cette relation qui va devenir amoureuse avec le rugby? Alors clairement, dès que je commence, j'adore ce sport, j'adore l'esprit collectif aussi qu'il y a dans ce sport. Alors j'avais joué avant au foot, mais je retrouvais pas, même si j'adore le foot pour autant, mais ce que j'ai trouvé dans le rugby, je l'ai pas trouvé ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est un sport où quand t'arrives, t'es une gamine, t'as 15 ans, et pour le coup, moi j'ai jamais vu ce sport comme étant uniquement masculin. Je me suis jamais posé la question. J'ai plus été confrontée ensuite au regard ou aux questions des autres. Peut-être aussi du fait que mes parents, quand je leur ai dit que je voulais faire du rugby, eux-mêmes n'ont jamais posé aucun jugement. Ils m'ont dit ok, très bien, fais ce que tu veux. T'as qu'à avoir ton bac, nous c'est tout ce qui nous va. Mais si tu veux faire du rugby, vas-y ma fille, avec plaisir, aucun problème. Donc c'est vrai que tout de suite, j'ai pas vu de barrière à faire ce sport. Et dès que j'ai commencé, j'ai adoré. Et c'est vrai que c'est un sport où on t'apprend, mais dès les premiers entraînements, on t'explique que t'es rien sans les autres. Tu n'existeras pas sur le terrain sans tes coéquipières, et que tu n'existeras que par le combat et l'engagement que tu vas y mettre. Et ça m'avait plu tout de suite. Je me souviens, j'avais adoré l'idée de se dire que on gagnerait qu'ensemble, que notre salut ne passerait que par l'équipe. Et c'est des notions que j'avais pas au départ, que je connaissais pas. Pourtant, je pratiquais du sport depuis que j'avais 6-7 ans, et ça m'avait franchement, ça m'a marqué. Et je crois que c'est ça surtout la relation amoureuse que j'ai commencé à nouer avec le rugby. C'est cette idée, enfin en fait, ça te prend au cœur, ça te prend aux tripes, et t'as l'impression que tu peux plus en sortir. Et tu rentres dans un monde où t'es très facilement accepté. Je me souviens, mon premier déplacement que j'avais fait avec la sélection régionale. Moi, j'étais la petite nouvelle. Je jouais avec ma sœur jumelle qui était exactement comme moi. On débarquait, on avait quelques mois de pratique et on avait été sélectionnés parce qu'on avait un bon niveau. Et on était partis en week-end en Bourgogne pour jouer contre le comité de Bourgogne. Et on avait débarqué dans le bus. Il y avait une vingtaine de filles de notre âge qu'on connaissait pas. Et on s'est dit, waouh, ça va être difficile pour nous d'arriver là et de devoir, jouer, de s'intégrer avec des gens et des filles qui se connaissent en plus d'avant, puisque toutes avaient fait les sélections les années précédentes. Et je crois que j'avais passé le meilleur week-end de ma jeunesse à ce moment-là. Ça avait été tellement simple. On m'avait dit, mais en fait, toi, là, t'as ta place. T'as un rôle à jouer et tu vas apporter à l'équipe et l'équipe va t'apporter. Et on était rentrés de ce week-end. Je me dis, mais c'est fou ce qui vient de se passer. Je l'ai réalisé après. Sur le coup, je m'étais juste éclatée. Mais c'était incroyable, cette idée et cette façon dont, quand tu mets les pieds dans l'équipe, en fait, tu fais partie du collectif. T'as pas à prouver, t'as pas à montrer, t'as pas à passer cette espèce de barrière de jugement. Je l'avais absolument pas ressenti, en tout cas. Et je trouvais que t'arrivais dans un monde où très vite, tu pouvais quand même être toi, avec ce qui fait de toi être une bonne ou une mauvaise joueuse, tu vois, tes qualités et tes défauts. Et j'avais trouvé ça extrêmement bienveillant, quoi. Et je le trouve encore, 15 ans après, je retrouve encore ça dans ce sport. Et en tant que capitaine d'équipe, je mets un point d'honneur à ce que ça se passe comme ça dans mon collectif, que les gens qui débarquent puissent chacun s'exprimer, avoir leur place, tu vois. Mais parce que c'est le rugby qui m'a appris ça au départ. Moi, j'ai toujours été une gamine très timide, du genre à devenir toute rouge dès qu'il fallait réciter une poésie à l'école, tu vois. Toujours un peu dans mon coin, dans l'ombre de ma sœur jumelle qui, elle, est extravagante au possible. Et le rugby m'a appris que, en fait, quel que soit ton profil, tu peux t'exprimer et tu peux amener sur le terrain à l'équipe. Et j'ai trouvé ça génial. Waouh, je suis tout chamboulé. J'adore avoir des échanges avec des grands sportifs ou des grandes sportives ou autres, mais franchement, ça me parle tout ce que tu me dis. Donc, je vais détourner un peu la phrase, mais c'est vrai qu'on dit souvent que le foot c'est un sport de gentleman ou gentlewoman joué par des brutes. Le rugby, au contraire, c'est un sport de brutes joué par des gentlewomen. Donc, tu valides ça en fait. C'est vraiment
C'est dans l'esprit même du rugby. Vous êtes un collectif, vous êtes ensemble, vous êtes des gentle persons, quoi. Oui, alors après, moi, je cherche absolument pas à opposer les sports, parce qu'en plus, la guéguerre foot rugby, elle est très facile à mettre en place, et encore plus dans ces deux sports-là, il y a souvent cette opposition. Moi, ça m'intéresse pas du tout, parce que je voudrais pas que des gens nous écoutent puissent se dire, ah, bah, en fait, je veux pas faire du foot. Oui, il y a une certaine image dans un certain domaine du foot qui peut parfois desservir ce sport-là, mais au contraire, moi je pense qu'à partir du moment où déjà tu t'impliques dans une démarche sportive, encore plus une démarche collective, tu vas aller chercher certaines valeurs que tu peux ne pas trouver ailleurs. Mais pour le coup, c'est vrai que le rugby, j'ai toujours trouvé que la notion d'équipe, la notion de collectif, elle était peut-être encore plus ancrée dans ce sport. Et en tout cas, c'est ce qui est mis en avant quand tu te retrouves avec l'équipe, à l'entraînement, pendant les matchs. Et j'adore, par exemple, tu vois, le rugby, même dans un championnat, tu comptabilises peut-être les marqueurs d'essai, mais on parle jamais des passeurs décisifs. Tu sais pas en fait qui va faire la passe décisive, puisqu'en fait tout le monde sert à marquer un essai. La plupart des équipes, t'as même pas ton nom dans le dos de ton maillot, parce qu'en fait, en permanence, on te rappelle que t'es un numéro et que t'es pas indispensable, parce que ton collègue il peut faire le taf à ta place, parce que tu peux te blesser, parce que tu peux être remplacé. Et donc, ton maillot, c'est ton numéro, mais chaque dimanche, tu le remets en jeu et il est jamais floqué de ton nom. Parce que la semaine d'après, il y a quelqu'un qui peut le prendre et c'est complètement légitimement, tu vois. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui fait la force aussi de ce sport, cette capacité, pour l'instant, à réussir à mettre l'équipe toujours au-dessus des gens qui la composent. On a parlé un peu de toi pour l'instant, on a parlé beaucoup du rugby. Est-ce que tu pourrais nous faire, nous expliquer un peu en quoi consiste le rugby féminin versus le rugby masculin, et puis rugby à 5, à 7, à 12, à 15, comment ça marche? Alors, la pratique la plus répandue du rugby, c'est le rugby à 15, la plus connue encore plus ici en Europe. En France, au meilleur niveau, le rugby masculin est professionnel. Donc, les joueurs de top 14 ou de Pro D2 sont rémunérés, c'est leur métier, et ils font que ça de la semaine, ils s'entraînent, ils jouent des matchs, c'est leur métier. À l'opposé, pour les femmes qui jouent au rugby en France, qui jouent au meilleur niveau, dans le championnat qui s'appelle le top 16, donc les garçons c'est le top 14, nous c'est le top 16, ça reste un championnat amateur, avec un statut amateur, c'est-à-dire que même si on s'entraîne 3 ou 4 fois par semaine le soir, très souvent, on n'est pas rémunéré pour la pratique. Il y a certaines joueuses qui vont être dédommagées par leur club, mais c'est sous forme de prime de match, et tu gagnes jamais plus de 300 ou 400 euros par mois. Donc clairement, ça te permet pas de vivre. Tu peux pas en vivre. Non, clairement pas. Et donc en parallèle, toutes ces filles-là dans le championnat, elles ont leur vie sportive le soir, mais la journée, soit elles sont étudiantes, soit elles bossent. Il y a un peu tous les profils. Moi, tu vois, dans mon équipe, j'ai des filles qui sont ostéo, kiné, prof, éducatrices, assistantes sociales. Ça touche un peu tous les milieux. C'est ça qui est génial d'ailleurs. Et donc, on a souvent cette opposition qui est faite en fait entre le rugby masculin et féminin, de par le côté professionnel et le côté amateur. Donc ça, c'est sur le rugby à 15. Après, tu as une deuxième pratique qui est très répandue, qui est le rugby à 7, qui est pas trop développé en France, parce que nous, on a une grosse culture du 15, mais dans le monde, de manière générale, le rugby à 7 est très pratiqué. Ce sont exactement les mêmes dimensions et les mêmes règles que le rugby à 15, mais ça se joue à 7 sur le terrain. Et le 7 s'est beaucoup développé parce qu'il est devenu, depuis 2016, sport olympique. Il va d'ailleurs être reconduit pour 2021 et normalement 2024. Et ça a donné beaucoup d'ampleur à ce sport. Ça a permis à beaucoup de petites nations de commencer à découvrir et à se lancer dans le rugby. Parce qu'autant le rugby à 15, il faut énormément de joueurs. Il faut 30, 40 joueurs compétitifs pour avoir une bonne équipe à 15. Autant le rugby à 7, forcément, il faut 2 fois moins de bons joueurs. Donc, le rugby à 7 est beaucoup plus universel. Et puis ensuite, les autres pratiques. Donc, le rugby à 5, ça se développe. C'est plus du rugby loisir, rugby entreprise, rugby mixte, parce que c'est du rugby. Alors, il y a une partie rugby à 5 compète, mais la plupart du temps, sinon, c'est du rugby à toucher. Donc, ça permet à des personnes qui veulent pas être dans le contact, dans le plaquage, de découvrir quand même ce sport-là. Et ça monte en puissance là depuis quelques années parce qu'on cherche une alternative justement au rugby contact. Et puis, la dernière forme de rugby qui est très développée, mais qui ne dépend pas de la FFR, c'est le rugby à 13. Donc là, c'est pas le même sport du tout, avec des règles complètement différentes. Et c'est beaucoup moins connu et développé de manière générale dans la sphère rugby, même si ça n'en reste pas moins un sport de combat par excellence, parce que le rugby à 13 met en avant beaucoup plus les phases de plaquage, justement. Mais c'est dans le grand public, c'est moins réputé. On est plutôt sur du rugby à 15.
Et la grosse différence entre filles et garçons, c'est le côté pro et le côté amateur. J'espère que j'ai été clair. Ah oui, oui, très clair, très clair. Bon, rassure-moi, 5, 7, 13, 15, on joue quand même avec le même ballon. Oui, le ballon reste ovale. Et d'ailleurs, chez les féminines et les masculins, on a la particularité de jouer avec le même ballon. Alors que souvent dans les sports comme le basket, le ballon est de taille plus petite pour les femmes. Nous, on a le même ballon encore maintenant. Peut-être ça viendra à changer, mais sinon, ça reste ovale. Tu nous disais que tu interviens aussi sur France Télévisions pour commenter les matchs. C'est les matchs de l'équipe de France féminine ou la masculine aussi? Non, moi, je suis sur la partie féminine. Donc, moi, j'interviens en tant que consultante. Généralement, quand vous regardez un match, quel que soit le sport, d'ailleurs, il y a souvent un duo de commentateurs. Donc, il y a une personne qui est journaliste, dont c'est le métier d'être journaliste et qui est là pour décrire les actions, pour coller le plus pleinement au jeu et puis faire en sorte que si vous fermez les yeux dans votre télé, vous pouvez quand même suivre le match. Et puis la deuxième personne, souvent, est consultant. Donc très souvent, c'est un ancien joueur ou une ancienne joueuse du sport et qui est là plutôt pour amener un regard stratégique et décrypter, expliquer pourquoi on a joué comme ci ou comme ça ou pourquoi l'arbitre a sifflé à ce moment-là. Donc moi, je suis consultante aux côtés de Jean Abeyou, qui est le journaliste. Et je fais quasiment que du féminin. Ça m'est arrivé cette année de faire un match masculin, mais plutôt pour dépanner, parce que les chaînes ont aussi leurs consultants masculins pour les matchs masculins. Mais ouais, c'est génial. Ça fait 4 ans que je fais ça et je pensais jamais un jour commenter un match de ma vie, puisque je te disais, je suis quelqu'un de très timide à la base et je me pensais pas un jour être derrière un écran avec 3 ou 4 millions de personnes qui écoutaient ce que je raconte. Donc ouais, c'est vraiment une superbe expérience. Bon, en tout cas, moi, je te vois à travers un écran. T'as pas l'air si timide que ça. Ou c'est peut-être justement, ça te rassure. Il y a juste un écran et un gars avec son micro derrière. Non, mais en fait, pour ça, je pense que le rugby m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça m'a aidé à réaliser que oui, je pouvais moi aussi, de par mon jeu ou la façon dont je jouais, parler, communiquer, avoir des qualités de leader dans l'équipe. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'aime bien parler de mon expérience pour encourager peut-être tous les parents ou tous les enfants qui parfois hésitent ou se sentent peut-être un peu prisonniers d'eux-mêmes. Le sport, ça peut être une solution. Il y en a peut-être d'autres, mais le sport, en tout cas, moi, j'ai trouvé un vecteur qui m'a permis à un moment donné de m'exprimer et de trouver une voie dans laquelle je me sentais bien. Je dis pas que je me sentais mal sans le sport, mais en fait, ça m'a ouvert des possibilités que j'avais absolument pas envisagées auparavant. Et je pense que si j'avais pas fait du rugby, peut-être que à l'heure actuelle, j'aurais pas et mon métier de conférencière et puis cette expérience chez France Télévisions. Parce que quelque part, le sport, ça révèle ce qu'il y a en toi. Tu vois, sur un terrain, tu peux pas tricher. T'es à nu, t'es avec tes crampons, ton maillot, ton ballon, et puis tu dois te révéler. Tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur, ça sort. Et je pense que parfois, ce que les mots ne peuvent pas dire ou ce que les gens ne savent pas exprimer, peut-être que l'activité qu'ils peuvent réaliser va le faire à leur place. Et encore plus chez les plus jeunes, parfois c'est difficile, tu vois, de décrypter et de comprendre. Et je trouve que le sport a un peu cette magie-là. Et pas forcément que le rugby, peu importe le sport, parce qu'on te met en fait dans un élément où t'es un peu en pilote automatique. T'as des règles, t'as ton staff, t'as tes coéquipiers, et quelque part, tu peux plus calculer. Tu dois agir. Et c'est là où ça te permet de te révéler. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je dirais même qu'à la différence d'autres moyens qui peuvent te permettre de te révéler, comme l'art, alors qu'on parle de dessin ou la musique ou autre, je dirais que comment dire, ce qu'il y a en plus dans le sport, ça va finalement être les valeurs, et notamment dans le sport d'équipe. Tu l'as rappelé avant, et en particulier le rugby. Quand tu fais partie d'une équipe, t'es pas une personne. T'es une équipe et puis bon, l'éthique sportive, etc. On parle pas de dopage et autres, mais je pense que ça aide aussi beaucoup à construire certaines personnalités ou à révéler certaines personnalités quand on cherche un peu sa place, quoi. Complètement, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ok, alors revenons un petit peu sur toi. Maintenant qu'on on a cette big picture du rugby et un peu de toi. Donc tu découvres le rugby à 14 ans, enfin le rugby féminin à 14 ans. Tu vas voir au lycée d'en face, effectivement, ça marche bien, tu t'éclates, tu rentres dans un club. Comment est-ce que tu passes de joueuse amateur à joueuse de haut niveau? Combien de temps ça te prend? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce que c'est une personne ou des personnes dans le staff qui te repèrent et puis qui t'incitent à aller plus loin, au-delà? T'en as déjà un peu parlé en introduction, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans le détail là. Oui, alors en fait, j'ai intégré donc la section sportive en seconde au lycée, où là
On avait déjà un rythme un peu plus soutenu parce qu'on avait des entraînements intégrés à la semaine de cours. Mais bon, on allait forcément le mercredi après-midi sur les créneaux UNSS, on avait le jeudi matin. Donc, nous, on avait un emploi du temps un peu aménagé. Mais ça restait quand même, pour moi, c'était pas du très haut niveau dans le sens où, malgré tout, on était juste des élèves qui faisaient un peu plus de sport que les autres. Et à cette époque-là, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire les détections, on a fait, comme je te disais, la sélection régionale avec ma sœur. Et là, c'est à ce moment-là où tu fais des plateaux interrégions et où il y a parfois des sélectionneurs ou des dirigeants qui viennent te repérer pour les stages nationaux. Et donc, nous, on a été sélectionnés quand j'avais donc 17 ans en première pour un premier stage national avec une équipe de France, entre guillemets, ça s'appelait pas équipe de France à l'époque, mais en tout cas chez les moins de 18 ans. Et c'est la première fois où j'ai vraiment été confrontée au très haut niveau. Tu vois, ça faisait 2 ans que je faisais du rugby, et notamment avec mon prof de PS, donc qui s'appelait Monsieur Laurette, Manu Laurette, qui est un peu mon mentor. C'est lui qui m'a lancé là-dedans et qui m'a montré ce que c'était vraiment que ce sport. Et c'était la première fois où on découvrait les hauts niveaux. Et tu vois, tu as 17 piges, tu débarques là, il y a 30 autres joueuses que tu connais pas. Certaines, elles, connaissent déjà parce qu'elles sont dans les équipes jeunes de Toulouse ou de Montpellier qui sont des niveaux bien au-dessus, tu vois. Et là, je me souviens, la personne qui gérait le stage, elle commence à nous expliquer qu'on va faire des tests physiques, qu'on va devoir mettre un oreiller sous notre matelas pour avoir les jambes surélevées pendant le stage pour récupérer mieux, que pendant les repas, il y avait un protocole diététique, on devait toutes mettre notre portable 5 minutes de plus pour ne pas arriver en retard aux entraînements, parce que celle qui arrivait en retard, elle faisait pas l'entraînement. Et là, franchement, je suis projetée dans un monde mais qui m'était complètement inconnu. Et en fait, c'est assez fou parce que ça va tellement vite. T'es là-dedans, c'est comme une spirale, tu vois. On te dit, t'es convoqué. Déjà, toi, t'es convoqué, c'est la folie dans ta tête. Tu dis, waouh, je vais faire une sélection nationale, même si c'est pas, t'as pas le maillot sur le dos, tu vois, mais juste un stage national, me confronter à ce qui se fait de mieux. Mais tu t'attends absolument pas à ça, en fait. Et tout est source un petit peu de stress. On me dit, ouais, il y a des tests physiques demain. Tu dis, oh là là, mais je vais être nul. Ouais, il faut pas arriver en retard. T'es en panique. Tu regardes tout le temps ton téléphone. Et en fait, c'est le haut niveau. Quand tu le connais pas et que tu le prends de plein fouet comme ça, tu te rends compte que c'est une routine mentale que tu dois construire au quotidien. Et en fait, quand tu rentres là-dedans, si tu aimes ça, c'est tellement source d'émotion, d'adrénaline au quotidien que tu te prends vite au jeu. Et c'est vrai que moi, dès mes premiers stages, en plus j'avais la chance de le faire donc avec ma sœur jumelle, on est rentré de là, on s'est dit wow, c'est incroyable, c'est canon quoi. Et donc on a continué, pour pouvoir continuer à être sélectionné, il faut être dans un club en parallèle. Et on avait la chance qu'à côté de chez nous, on avait un club qui évoluait au meilleur niveau, donc à Villeneuve-d'Ascq. Et donc là, à 18 ans, on a été projeté après le bac, là dans vraiment le format haut niveau, à savoir tu t'entraînes quasiment tous les jours. Tu dois être préparé en plus pour les équipes nationales, parce que moi, dès l'âge de 18 ans, j'ai fait l'équipe de France à 7. Donc, tu as un programme spécifique pour être physiquement prête. Et là, tu rentres dans un parcours où tu fais pas les soirées étudiantes, t'évites d'aller te faire des fêtes ou des troisième mi-temps un peu trop arrosés tous les week-ends, parce que le lendemain, il faut aller t'entraîner. T'essayes de caser des séances de muscu dans tes cours parce qu'il faut être au niveau. T'essayes d'aller t'entraîner avant pour améliorer ta technique. Et ça te crée, comme je te dis, une espèce de routine où chaque minute compte. Tu vois. Et moi, j'étais en plus à cette époque-là, de mes 18 à mes 20 ans, en prépa HEC. Bon, j'avais pas bien compris que la prépa, c'était beaucoup de cours et beaucoup de travail au départ. Sinon, peut-être que j'aurais pas choisi ça. Mais bref, au contraire, c'était génial. Mais en fait, t'as une horloge le sport de haut niveau, c'est ça, t'as une horloge en permanence dans la tête. C'est tu vas en cours, 8, 18, t'as 2 heures le midi, tu bûches. Tu prends le métro, tu prends le bus, tu arrives à l'entraînement, tu as 3 heures à être focus de 18h30 à 21h30, tu rentres chez toi et après tu penses déjà, ok, il faut que je fasse mon sac pour demain, il faut que je me fasse un sandwich pour le midi pour avoir le temps de bosser, il faut que je fasse mes devoirs, bon allez, je vais essayer de me coucher à minuit pour pas être trop défoncé en cours. Et en permanence, tu rentres là-dedans. Bon, au bout d'un mois, tu penses que tu vas exploser. Mais quand tu as réussi à trouver ton organisation, tu as cette espèce de schéma mental, tu vois, qui se construit et qui te suit après pour toute ta vie. Moi, maintenant, je suis plus en études, mais ça m'a permis de me donner une espèce d'organisation, une espèce de rigueur dans ce que je fais, qui maintenant m'aide à pleinement m'épanouir et à mener de front mes différentes vies. Et parfois, le sport de haut niveau, ça peut paraître difficile, ça peut paraître ingrat, mais moi, j'ai l'impression en tout cas que ça m'a beaucoup apporté. J'imagine qu'il y a des sportifs qui l'ont mal vécu ou qui l'ont moins bien vécu, parce que
quelque part, t'es qu'un numéro. Hein. Quand t'es plus haut niveau, t'es plus haut niveau. Et puis, next, hein, ils prennent quelqu'un d'autre. Mais c'est la loi du sport. Et quand tu commences, tu sais pourquoi tu signes. Tu sais que ça peut arriver. Mais moi, j'ai été pris dans cette espèce de spirale dopée à l'émotion et c'était incroyable. Incroyable. Mais quand j'avais 17 ans, je pensais pas que je m'embarquais là-dedans et que j'y serais encore 15 ans après, enfin 15 ans, 13 ans après. Mais c'est vrai que c'était fou. En tout cas, ça fait du bien d'entendre quelqu'un le dire parce que avec tous les sportifs que j'ai eu au micro, tous m'ont dit ouais, c'est génial, j'ai vécu de ma passion, etc. Alors c'était galère au niveau des financements, au niveau de trouver un moyen pour vivre de sa vie, mais il y en a quand même très peu qui m'ont dit bah ouais, mais j'en ai chié en fait. J'en ai chié parce que il y a le boulot, il y a les études, il y a l'entraînement, il y a cette routine, il y a cette course après le chrono, enfin après le temps, il y a ce stress, puis la famille à côté, etc. Donc franchement, ça me fait du bien d'entendre ça, quelqu'un qui le dit et clairement. Non, mais après, tu vois, c'est des choix qu'il faut assumer. Et clairement, je veux dire, personne, on l'a choisi. Et c'est vrai qu'après, tu as une pression permanente, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de nutrition. C'est fou, tu deviens un peu parano. Tu dis, hey, je vais manger une frite. Le soir, tu cogites, tu dis punaise, demain, faut que j'aille courir parce que tu sais que dans 2 mois, tu passes à la pince à graisse parce que tu vas être calculé, on va te regarder. Et c'est vrai que c'est une partie des à côté qu'il faut être capable d'accepter et d'encaisser pour ce que ça va t'apporter derrière. Et oui, moi, dans mon équipe, moi, j'ai eu la chance que dans mes études, ça se passe bien. En plus, que je sois dans un cadre familial super bienveillant, donc qui m'accompagnait aussi. Mais ouais, il y a des filles qui galèrent, il y a des filles qui arrêtent leurs études pour faire du sport et qui prennent 3, 4, 5 ans de retard parce qu'elles pensaient que c'était la bonne solution. Il y en a d'autres qui arrêtent le sport parce qu'elles se disent, en fait, non, sinon je vais pas réussir mes études et puis j'aurai pas de boulot quand j'aurai arrêté ma carrière. Et non, il y a pas que des beaux parcours et il faut se rappeler quand même que le sport de haut niveau, c'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Et malgré tout, et encore dans le rugby féminin, c'est moins vrai parce que je te dis, c'est un sport qui se développe, mais je pense qu'il y a plein de jeunes qui rêvent de faire ça. À qui on peut promettre des belles choses et qui n'y arriveront pas. Mais malgré tout, souvent ce que je dis, et d'ailleurs quand j'interviens en conférence, c'est ce que j'explique aussi, c'est qu'il ne faut pas regarder les aventures dans lesquelles on s'investit, nous le sport par exemple, comme étant juste ayant pour finalité d'arriver au sommet, de gagner le championnat, d'être en équipe de France. Quand tu prends du recul, tu vois, moi je suis sur ma fin de carrière et je me rends compte que ce qui m'a apporté le plus, c'est ce que je vis au quotidien, tu vois. C'est le fait de tous les jours y retourner, de créer avec mes coéquipières, de vivre une aventure humaine tous les jours. Les pauvres sélections que j'ai fait en équipe de France, les 20 sélections que j'ai fait, c'était génial. Mais c'est pas ça qui résume mon parcours en 15 ans, tu vois. Franchement, Laura Di Musio, pour ce qu'elle a fait en équipe de France, personne va s'en souvenir. Je suis même pas sûre que ma mère, elle se souvienne encore que je suis allée en équipe de France. Bon, si, peut-être. Mais malgré tout, c'est quand pas même, ça. Quand même. Malgré tout, elle regarde pas trop les matchs parce qu'elle a un peu peur. Elle a toujours un peu peur qu'on se blesse. Mais tu vois, il faut pas doper les gamins juste à la performance et à l'objectif parce que ceux qui vont gagner, il y en aura très très peu. Non, il faut leur expliquer que ce qu'ils vont faire, ça va leur amener d'autant plus que la victoire ou la médaille que certains auront. Mais c'est une gymnastique et c'est une façon d'enseigner et de voir le sport, je pense, qui est pas encore assez démocratisée. Et je pense que ça peut te tuer des gamins ou des gamines. Hein, et on en voit parfois, tu les vois en sport-études, en essayant de gérer de front tout ce qu'ils ont à gérer, et puis au final pas y arriver, et puis avoir l'impression qu'ils ont tout raté. Alors qu'en fait non, ils ont appris, ils sont devenus des sportifs, je suis sûre, très aguerris. Mais bon, tu peux être le meilleur sprinter du monde, si tu es né la même année qu'Usain Bolt, tu gagneras jamais rien. Et pour autant, ça fera pas de toi un raté, tu vois. Et je pense que il faut voir avant tout ton investissement dans ton projet, et là, pour mon cas, dans le sport, comme un accomplissement de toi en tant que personne et pas comme la recherche d'une réussite permanente, tu vois. C'est faux, tu réussis pas tout le temps. Et ouais, c'est galère. Franchement, c'est galère. Tu vois, nous, hier, on a joué à Toulon. On est reparti, on a joué notre match à 13h. On a voulu prendre le train pour faire Toulon-Paris. Il y a eu un incendie sur le volet-voie. Le train a eu 2 heures de retard. On a loupé notre correspondance pour Lille. Donc, on a été affrété, on a chopé un bus. On est rentré à Lille à 3h30. Donc, on s'est couché à 4h du mat. Il y a des filles dans mon équipe, elles sont infirmières, elles commençaient à 6h30 ce matin. Il y en a d'autres, elles reprenaient à 8 ou à 9h. Bah ouais, c'est galère. Mais 1, tu sais pourquoi tu signes. Et 2,
faut en assumer les conséquences parce que je pense que ce que ça t'apporte derrière, ça te fait grandir d'autant plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je disais tout à l'heure justement, ça me fait plaisir d'entendre des gens comme toi qui le disent. Après, il y avait rien de comment dire, de négatif. Au contraire, bien sûr, mais non, ça fait plaisir de l'entendre. Et en plus, on sent bien que tu dis oui, j'en ai chié, mais j'ai pris du plaisir, j'ai appris des choses, j'ai tellement aimé ça. Et comme tu le dis, je sais pourquoi j'ai signé. Et puis t'étais pas enchaîné. Si ça te plaisait plus, tu pouvais très bien sortir. Bien sûr, mais c'est des choix, mais tu sais, ce que tu fais dans la vie, je pense que tout est une question de choix. D'ailleurs, tu peux faire un bon ou un mauvais choix et puis après décider de changer de route. Et bien sûr, je vais pas me plaindre de ma condition alors que j'ai choisi en étant consciente des conditions, tu vois. Après, ça veut pas dire que j'ai pas envie de me battre pour que ça change, pour que ce soit mieux. Mais demain, je vais dire à quelqu'un, je suis rentré à 4h du mat, c'était pas cool. On va dire, écoute, c'est cool, moi j'étais dans mon canapé, j'ai pas signé une licence de rugby. Complètement. Après, tu vois, moi j'ai envie de me battre pour que ça évolue et que ce soit d'autant mieux et que ça donne envie à d'autres personnes de s'investir là-dedans. Mais t'es sportif de haut niveau, tu le choisis. Et c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, je pense que ça t'apporte aussi beaucoup. Je voulais venir un petit peu, alors même si tu m'as dit en off que tu correspondais pas tout à fait au profil des sportifs que j'ai l'habitude de recevoir, c'est-à-dire ceux qui financent leur carrière, malgré tout, j'aimerais quand même revenir un petit peu dessus, parce que tu nous as dit, t'as été diplômé, t'as eu ton bac, après t'as fait une prépa HEC, après t'as fait une école de commerce. Il faut quand même acheter des pâtes et mettre du beurre dans les épinards pour ça. Je sais que beaucoup de fédérations françaises en France mettent beaucoup en avant le double projet, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau qui soit ont aussi un travail, soit ont aussi un projet d'études. Est-ce que c'est le cas aussi dans le rugby, même si vous n'êtes pas professionnel, même si c'est censé être un sport amateur pour le rugby féminin, est-ce que malgré tout vous avez le droit d'être supporté, d'être aidé par la fédération française? Est-ce que vous êtes accompagné aussi dans tout ça? Alors il faut bien comprendre le fonctionnement, c'est-à-dire que dans le monde du rugby féminin, depuis 3 ans maintenant, la Fédé a mis en place un système pour les 30 meilleures joueuses, on va dire, qui sont maintenant sous contrat semi-professionnel avec la Fédé. Donc ces joueuses-là, c'est celles que tout le monde voit à la télé, c'est les 30 qui ont été considérées comme celles qui seront régulièrement sélectionnées. Elles ont leur contrat pour lequel, en fonction de leur statut, elles vont gagner entre 1 500 et 2 000 ou 3 000 euros par mois, ce qui va leur permettre soit de se dire, avec ce contrat, je gagne suffisamment bien ma vie et je peux me consacrer à mon entraînement et peut-être juste à mes études, ou ça me permet de prendre un travail à mi-temps et d'avoir quand même la moitié du temps pour continuer à m'entraîner et à récupérer sereinement. Donc ces filles-là, clairement, elles ont un véritable accompagnement par la Fédé dans la réussite de leur double projet sportif et professionnel, et elles ont une aide financière qui leur permet d'être beaucoup plus sereines. Et chose qui est complètement normale parce que il y a 2 ou 3 ans de ça, c'était ces filles qui, quand elles partaient jouer une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde, elles posaient des congés sans solde parce qu'elles avaient rien, tu vois, pas d'accompagnement. Donc là, la Fédé a senti qu'il fallait leur donner un coup de pouce parce que sinon, tu allais perdre ces joueuses-là qui sont celles qui chantent la Marseillaise et qui représentent l'équipe de France. Donc ça, c'est une partie pour vraiment les 30 joueuses que tout le monde voit à la télé qui sont semi-pro et qui peuvent clairement maintenant plutôt gérer leur double vie assez facilement. Ça, c'est en rugby à 5, 7 ou 15 ou c'est celle qui évolue en rugby à 15? Il y a rugby à 15 qui fonctionne comme ça avec ces 30 joueuses-là. Le rugby à 7, c'est très particulier, pareil. Alors, je crois qu'il y a 24 joueuses, je ne vais pas dire de bêtises, mais une grosse vingtaine de joueuses qui sont estampillées comme étant joueuses de rugby à 7 et qui, elles, sont professionnelles. C'est-à-dire qu'elles préparent les Jeux Olympiques. Il y a 4 ans à se préparer pour l'échéance olympique et elles sont à Marcoussis toute l'année et elles ne font que du rugby. Et en parallèle, chacune a son projet pro aussi et la Fédé essaye au maximum de s'organiser pour qu'elle puisse gérer les deux. Mais il faut savoir que le Seven, c'est particulier. Il n'y a pas de championnat national. Il n'y a qu'un championnat international. Donc, les filles, quand elles vont jouer, elles vont à Dubaï, à Hong Kong, au Canada, à Houston, aux États-Unis, un peu partout. Donc, clairement, elles ont un rythme de dingue. Donc, c'est très particulier, les professionnels du 7. Elles sont très, très peu. Et c'est un fonctionnement très particulier. Elles sont pro. Après, pour les 95 autres % de joueuses du championnat, donc qui jouent en top 16, donc dans mon championnat, qui ne font pas partie de celles sous contrat avec la Fédé, là, clairement, c'est la débrouillardise. Et c'est chacun fait comme il peut en fonction des moyens du club. C'est-à-dire que chaque club essaye au maximum forcément d'accompagner ses joueuses, mais aucune joueuse de club n'a un contrat pro avec son club. Donc, souvent, ce que je te disais, c'est des dédommagements.
En fonction des clubs, ça peut aller d'une centaine à 3, 4, 500 euros par mois pour les joueuses. Parfois, tu vas avoir un coup de pouce pour l'appartement parce que le club va mettre en place des colocs et puis va regrouper, tu vas payer moins cher ton loyer. Les clubs peuvent aider aussi à trouver un job où tu es sûr d'être libéré le soir à 18h ou le week-end pour aller jouer ou t'entraîner. Mais sinon, l'accompagnement du double projet, il est surtout de la volonté de la joueuse. C'est-à-dire que demain, tu n'as pas envie, tu te dis, je vais abandonner mes études parce que je veux faire que du rugby. Il n'y a personne qui va aller te chercher ou une personne bienveillante dans le club qui sait que pour toi, c'est important, qui va essayer de te raccrocher au wagon, tu vois. Mais sinon, ça reste quand même au bon vouloir de la joueuse. Et le gros travail des clubs, justement, c'est de militer pour leur faire comprendre que non, il faut qu'elle reste dans les clous. Tu vois, moi, dans mon club, on a mis en place un espèce de pôle double projet à travers un centre d'entraînement. Et on a 15 jeunes qui font partie de ce centre d'entraînement où elles ont un accompagnement et sur la partie rugby et sur la partie études, en disant que voilà, il faut mener de front les deux si elles veulent perdurer dans le sport. Après, tous les ans, je vois des joueuses qui arrêtent leurs études ou qui arrêtent le sport parce qu'elles peuvent plus gérer avec le boulot. Alors, pour conclure, je dirais quand même que plus ça va, plus on accompagne la joueuse, que ce qui a été fait en équipe de France, c'est très bien pour les joueuses, pour qu'elles puissent continuer à s'entraîner au meilleur niveau, mais qu'il y a un gros travail à faire sur le reste du championnat et, on va dire, les sportifs de haut niveau, mais qui restent amateurs. Donc, en gros, effectivement, si tu veux être sportif professionnel, qui plus est dans le rugby, alors soit t'es un mec et tu fais partie des meilleurs et là t'es pro et donc tout va bien. Si t'es une fille, t'as intérêt à être aussi dans les meilleurs, mais de toute façon, ce sera que du rugby à 7, quoi. Ou semi-pro dans le rugby à 15. Sur le rugby à 15, c'est vraiment pareil, il faut vraiment être dans les meilleurs. Et puis, il faut être solide dans ton organisation parce que malgré tout, même les filles qui là sont avec la Fédé, elles ont quand même et la Fédé et le club et leur vie perso à gérer. Même si le côté financier est moins un problème maintenant, ça n'en reste pas moins quand même un certain casse-tête, tu vois. Mais clairement, le plus difficile, c'est pour ces joueuses du top 16 qui n'ont pas les contrats avec la Fédé et qui ont à gérer alors le quotidien d'une femme normale avec les entraînements quasi tous les soirs. D'où, là, on reboucle sur ce que tu disais en début d'interview. Tu admires celles qui, en plus, ont des enfants parce que j'en ai 4. Je suis bien placé pour le savoir. Même en tant que papa, je ne suis pas une maman, mais c'est du boulot. Ah oui, clairement, nous, dans l'équipe, on a 2 mamans. T'as toujours le casse-tête quand tu vas à l'entraînement jusqu'à 21h30. Si ton compagnon est pas dispo, il faut trouver la nounou. Le week-end, tu pars 2 jours parce que tu vas jouer à Toulon ou à Montpellier. Tu vois pas tes gosses. Il suffit qu'il y en a un qui soit malade. Toi, tu pars à l'entraînement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et c'est vrai que c'est une organisation de tous les instants, encore plus pour ces femmes-là. Et d'ailleurs, très souvent, quand tu as été maman, souvent la maternité, ça arrête la carrière. Ou quand tu reprends derrière, tu l'es plus longtemps. Tu vois, tu joues peut-être 1, 2, 3 saisons. Et c'est très difficile de mener de front ta vie de sportive de niveau avec en plus le paramètre de la vie de maman. Et pour revenir à toi, est-ce que toi, dans le cadre de ta carrière, donc depuis que t'as fait des sélections avec ce qui s'appelait pas encore l'équipe de France, mais des sélections nationales, est-ce que tu as fait appel justement à des systèmes de soutien comme ça? Est-ce que tu as été à la recherche de partenaires, de sponsors, ou tu as réussi à financer ta passion toi-même en plus de tes études? Mais bon, j'imagine que les études c'est une chose, et puis les déplacements c'est peut-être pris en charge par le club, mais il y a toujours des petits à côté qu'on aime bien se financer pour le sport. Alors donc moi quand j'étais donc en équipe de France moins de 20 ans, c'était pour les jeunes que ça s'appelait pas équipe de France. Après quand j'étais chez les seniors, c'était l'équipe de France. Et donc là, quand on allait en sélection, on était dédommagés. C'est-à-dire que là, par exemple, les filles actuellement, elles ont tous les mois en tant que pro un salaire qui tombe par la Fédé. Nous, à l'époque, c'était un dédommagement. Donc, si tu venais 10 jours, tu étais payé sur tes 10 jours. Donc, ça avait une indemnité en fonction, ça pouvait être 70 € ou 100 € par mois, tu vois. Si tu n'étais pas sélectionné, tu avais beau t'entraîner tous les jours, tu n'as rien qui rentrait. Donc, moi, quand j'étais étudiante, le dédommagement, ça me permettait de payer mes études. Enfin, pas mes études d'école de commerce parce que ça suffisait pas, ça je t'assure, mais mon loyer, ma bouffe, ce genre de choses. Et après, quand j'ai commencé à travailler, clairement, c'est mon salaire de boulot qui me permet de gérer ma vie sportive à côté, donc les déplacements à l'entraînement, ta licence, ton équipement sportif. Et j'étais pas dans la démarche à l'époque, tu vois, il y a une dizaine d'années, du sponsoring, d'aller solliciter des marques ou des sponsors particuliers.
On avait quelques aides de la région que tu pouvais solliciter en faisant des dossiers. Alors que maintenant, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Et moi, avec mon agence, on fait de la recherche de sponsoring pour certaines sportives pour faire en sorte qu'elles puissent avoir une dotation, une bourse de 5, 6, 10 000 euros d'une entreprise qui voudrait avoir une sportive en tant qu'ambassadrice. Mais pour avoir travaillé sur ce domaine-là depuis maintenant 5 ans, c'est quand même très difficile à l'heure actuelle, quand tu es sportive dans un sport, on va dire, assez méconnu, que ce soit, ça peut être le rugby, mais même le hand, quoique les handballeuses, elles sont pros, mais je sais pas, le volley, le tennis de table à l'échelle féminine, ça reste quand même très anecdotique pour le grand public, hein, bien sûr. Donc, c'est très difficile d'aller voir une entreprise ou une marque et de lui dire « Bonjour, je suis une super joueuse de rugby, je suis une super joueuse de tout ce que vous voulez. Bon, vous ne me verrez pas à la télé, mais est-ce que vous voulez bien me sponsoriser ?» Moi, pour avoir fait des démarches pour des sportives, ça a beau être des parcours extraordinaires, des femmes extraordinaires, c'est très difficile pour une entreprise de voir l'intérêt tout de suite et de se dire je vais investir de l'argent et puis finalement je vais pas voir trop le retour sur investissement. Donc ce système de sponsoring tel qu'on le connaît beaucoup dans le sport masculin, je trouve qu'il a du mal à trouver une vraie résonance et une vraie réalité chez le féminin parce qu'on n'est pas encore sur une médiatisation suffisamment importante pour que les décideurs en entreprise se lancent. Il y en a certains qui le font et c'est génial, mais je pense que là, on est encore un peu en retard pour que le modèle soit complètement calcable sur celui des garçons. Et d'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose, tu vois. Une entreprise qui va donner une somme X à une joueuse pour qu'elle puisse aller être ambassadrice, faire quelques photos, oui, c'est déjà super. Mais je pense qu'il y a moyen d'imaginer un système différent pour que peut-être ce soit plus pérenne et pour l'entreprise et pour la sportive et qu'on la mette en avant différemment que juste par le fait qu'elle fasse du sport à haut niveau. Tu vois, avec mon entreprise, nous, on a créé un fonds de dotation. Donc, c'est comme une petite fondation, on va dire, qui nous permet de recevoir des dons. Et notre objectif, c'est d'essayer de promouvoir le sport à travers les sportives qui ont toutes des super compétences. Donc, tu vois, par exemple, on fait faire des ateliers de découverte du sport pour des enfants, pour des personnes en situation de handicap ou des personnes qui n'ont pas accès au sport, encadrées par les sportives, parce qu'elles sont des super inspirantes, tu vois, c'est des femmes qui maîtrisent complètement en plus le sujet. Et elles, ça leur donne une expérience à faire valoir en dehors du monde du sport quand elles voudront être recrutées, qui pourra leur servir, tu vois, concrètement, et pas juste à un instant T, mais dans la durée. Donc, ce système du sponsoring, moi, en tout cas, je l'ai jamais utilisé pour moi-même. Je l'ai fait pour quelques sportives, mais je pense que c'est beaucoup de temps et d'énergie pour parfois très peu de résultats. Oui, et puis j'ai envie de dire encore plus dans les sports collectifs, parce que un sportif individuel ou un sportif qui se lance dans un défi solo, il pourra afficher la marque à longueur de journée, enfin là où les marques qui pourraient le soutenir. Dans un sport co, vous avez toutes le même maillot, vous avez toutes le même jogging, vous avez toutes la même tenue, le même sac, etc. Donc en dehors, effectivement, comme tu dis, de s'inscrire dans une relation short term, enfin ou plutôt one shot avec des photos et puis une campagne de pub, elles peuvent pas faire grand chose de plus pour apporter un retour sur investissement à une entreprise. Oui, voilà, après tu peux aller faire un retour sur expérience, un témoignage dans l'entreprise, mais tu vois, quand tu as déjà ton année à gérer, tes entraînements, tes compètes internationales, si tu es dans les meilleurs, forcément tu es avec ton équipe nationale, il faut encore trouver de la place et du temps pour ces personnes qui t'ont consacré un peu de leur argent, et c'est difficile, tu vois, même d'être au rendez-vous, et c'est vrai que ça rajoute une pression supplémentaire. Et en tant que sportive, si t'es pas accompagné, c'est difficile en plus de dire ok, il faut que je mette ma photo sur Insta, il faut que je fasse ma story, il faut que j'y pense, ça te rajoute une activité en plus qui est difficile à gérer, et en plus c'est du quotidien, c'est-à-dire qu'animer une communauté, c'est un travail de tous les jours, tu vois. Et je te dis, je suis pas sûre que ce soit le modèle le plus vertueux en plus, et il y a peut-être une façon différente de mettre en avant ces parcours. Et là, on parle des sportifs, mais je suis sûre qu'il y a des sportifs aussi, des hommes qui sont dans des sports plus confidentiels, qui ont aussi de super parcours à mettre en avant et qui gagneraient à être entendus ou être plus médiatisés. Mais ouais, le problème, c'est que pour l'instant, tu vois, je pense que forcément, c'est le nerf de la guerre. Hein, tu médiatises ce qui te rapporte, ce qui économiquement est viable. Et du coup, t'es un petit peu en vase clos. Tu retrouves toujours les mêmes sportifs, les mêmes sports, les mêmes programmes,
alors qu'il y a des parcours extraordinaires de partout. Je suis sûre qu'on connaît tous les gens qui nous écoutent là, on connaît tous un collègue, une amie, une cousine qui a un parcours de monstrueux dans le monde du sport ou ailleurs d'ailleurs, qui s'entraîne tous les jours, qui part en compète, qui se débrouille pour avoir son argent, son vélo, son truc. Et malheureusement, ça reste encore très, c'est en catimini tout ça, tu vois. Ouais, écoute, il faudra qu'on reste en contact après cet enregistrement d'épisode, parce que moi j'ai plein d'idées, mais j'ai pas forcément le temps de les mettre en place, et puis j'ai pas forcément l'expérience non plus. Mais je sens que t'en as plein, toi, et donc si je peux apporter ma pierre à l'édifice, ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Laura, on arrive tout doucement vers la fin de l'épisode. Je suis désolée, je parle beaucoup, c'est pour ça. T'inquiète, ça me va très bien. Et puis, à la limite, si t'as le temps, moi, j'ai jusqu'à 18h, donc on peut y aller. J'aime bien finir les épisodes avec quelques questions. Alors, qu'on peut voir rapides, avec des réponses rapides, tac au tac, ou alors on peut s'étaler, tu peux prendre ton temps, y a pas de problème. Est-ce que tu veux bien jouer le jeu avec moi? Je suis prête. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton meilleur souvenir de sport? Ouais, clairement, très facile. Mon meilleur souvenir de sport, en 2016, avec mon équipe, on est devenu championne de France. Alors, pour vous remettre dans le contexte, nous, en 2010, on a été rétrogradé en deuxième division. On a vécu un moment super difficile parce que les joueurs sont partis, le staff est parti, le club a failli s'éteindre. On est resté un noyau dur de joueuses à essayer de remonter le club. Il y a un coach qui est arrivé, qui s'appelle Damien, qui a cru en nous, qui nous a dit, les filles, OK, on va y arriver. Avant de vouloir gagner un titre, je vais faire de vous une équipe. Il a fait de nous une équipe qui s'appelle d'ailleurs maintenant les putains de nanas. Et donc, 7 ans après, on est devenu championne de France. Et cette année-là, en fait, notre premier match de la saison, on joue le match classique contre Rennes, donc chez nous. Et sur la première mêlée du match, la mêlée s'écroule. Et une de nos joueuses, qui est pilier, qui s'appelle Alice, sur le fait que la mêlée s'écroule sur elle, elle se fracture une cervicale et elle est tétraplégique. Donc, premier match de l'année, on nous dit que notre pote, elle est dans le coma, tétraplégique, et qu'on ne sait pas comment elle va se réveiller et si un jour elle va remarcher dans sa vie. Donc, on a commencé la saison comme ça. Ça faisait 7 ans qu'on était un groupe de copines super soudées, qu'on voulait aller chercher le titre. On avait perdu 3 finales avant. Et le lendemain de l'accident, on se retrouve pour se dire on veut plus jouer au rugby. Non, mais c'est mort. Nous, on se sent plus capable de jouer alors que notre pote, elle est dans le coma et qu'on ne sait pas comment elle va se retrouver, comment elle va se réveiller. Et ce soir-là, on a une des filles dans l'assemblée de joueuses qui se lève. On était toutes en train de pleurer. Elle arrête de pleurer. Elle nous dit, les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question? On est en train de se demander si nous, on va accepter notre petit combat qui est de jouer le championnat. Mais sinon, on se pose cette question-là. Qu'est-ce qu'elle va se dire, Alice, elle, quand elle va se réveiller et qu'il faudra qu'elle mène le combat de sa vie, à savoir peut-être remarcher un jour. Donc les filles, ce soir, on va se faire une promesse. On va se promettre que personne ne va déclarer forfait, on va repartir en championnat, on va gagner le championnat et qu'à la fin, on mettra Alice debout sur le bouclier de Brennus. Donc cette joueuse s'appelle Emeline. Je lui fais un petit coucou si un jour elle écoute ce podcast. Elle a intérêt. Hein. Ouais, c'est possible. Ça a été un de mes plus beaux moments. Ce moment où elle s'est levée, où elle nous a dit ça. Et le deuxième plus beau moment qui découle de ça, c'est 8 mois après. On a été championne de France. On a gagné le bouclier contre Montpellier, alors qu'on avait perdu les 3 dernières finales contre Montpellier. Et on a mis Alice debout sur le bouclier parce qu'elle avait suffisamment récupéré pour être avec nous. Alors maintenant, elle va bien. Elle a eu plusieurs mois de paralysie. Elle a récupéré. C'est quelqu'un qui toute sa vie aura des petites, forcément, diminutions physiques, tu vois. Mais ce qu'on a vécu ce jour-là, je crois que c'est un moment que on ne pourra jamais revivre. J'ai écrit un petit peu sur ce truc, tu vois, et j'avais trouvé un adjectif qui est génial. J'ai trouvé l'adjectif ineffable. Et ineffable, c'est qui ne peut être décrit en raison de son intensité. Et ces 4 secondes où on a porté le bouclier avec notre pote dessus, c'est le plus beau moment de ma carrière. C'était incroyable. C'est indescriptible. Wow, j'aurais peut-être dû garder cette question-là pour la fin, en fait. Parce que je crois que ça serait la plus belle conclusion que j'ai jamais eue dans mes épisodes de podcast. Écoute, tu fais le montage et tu coupes après. Non, on va le laisser comme ça. J'aime bien quand on reste naturel. À l'inverse, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton pire moment de sport? Ouais, clairement. Mon pire moment de sport, c'est le jour de cette finale. Quand on a gagné le championnat de France, c'est parce que juste avant, on a joué la demi-finale. Et moi, pendant la demi-finale, je me suis pété un ligament de la cheville. Et donc, j'ai pas joué la finale. Et donc, la finale qu'on a gagnée pour Alice, moi, je l'ai regardée dans les tribunes avec Alice. Et ça a été le pire moment de ma carrière.
Et pourtant, j'ai vécu des désillusions, tu vois, des sélections en équipe de France ratées. J'ai préparé plusieurs Coupes du Monde, j'ai jamais été sélectionnée, c'était vraiment dur. Mais ne pas vivre, ne pas avoir les pieds sur le terrain pour aller gagner le bouclier pour ma pote, ça a été extrêmement difficile à vivre. Et d'autant plus que j'étais capitaine de l'équipe et tu as l'impression toute l'année d'avoir essayé de mener le bateau, mener le combat et tu vis pas la dernière victoire, la dernière bataille. Franchement, ça m'a appris beaucoup sur moi, sur l'humilité, sur ce que le sport peut t'apporter, à savoir te mettre très vite tout en haut, mais aussi très vite tout en bas. Et quelque part, je me dis, bon, ouais, je l'ai vu avec les mêmes yeux qu'Alice du terrain et j'ai pas pu, moi, avoir les pieds dessus. Et je crois que c'était mon pire moment de sport. Et ce qui est génial, c'est que c'était le pire, mais que c'était dans le meilleur. Et tu vois, là, le collectif m'a porté. Parce que si c'était que moi, égoïstement, j'avais envie de pleurer dans les tribunes en me disant, je vivais pas le moment. Mais quand tu avais l'équipe qui vivait ce qu'elle était en train de vivre, ça m'a rendu ce moment malgré tout inoubliable. Sur le même championnat, le meilleur et le pire souvenir, quoi. Ouais, le même match. C'était incroyable. Enfin, franchement, indescriptible. Tu m'aurais vu, mais c'est difficile de dire en fait que tu participes pas au combat. Tu vois, parce que tu peux pas. Quand tu mets les pieds sur le terrain, c'est un peu comme quand tu mets les pieds dans une arène. Tu vois, pour mériter la victoire, faut avoir mis la tronche. Il faut avoir combattu avec les autres. Et c'était très difficile pour moi de tenir le bouclier avec les autres en me disant que j'avais pas mis la tête ce jour-là. Je savais que je l'avais mise toute l'année, mais ce moment, cette finale, surtout que moi j'ai fait toutes les finales perdues. J'ai pas fait la finale gagnée, on en a gagné qu'une. Mais tu vois, c'était peut-être une leçon pour moi. Il a peut-être fallu que je passe par là pour me rendre compte de ce que avait peut-être pu vivre Alice ou ce que vit un sportif quand il atteint pas ce pourquoi il s'entraîne tous les jours. Et ouais, ça a été difficile. J'ai super mal vécu, mais avec du recul, ça m'a mis une bonne claque. Et là maintenant, j'aurais voulu jouer ce match, franchement, mais j'essaie d'en tirer les apprentissages encore maintenant. Et je crois que je joue encore maintenant dans l'espoir de pouvoir vivre l'émotion que j'ai pas vécue ce jour-là. Mais je sais que c'est impossible. Oh, il faut jamais dire que Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Non, tu refais pas. Il faut pas vivre sur des regrets. Tu refais pas ce qui a été passé et surtout de nous dans le contexte dans lequel on était. Mais tu cours quand même après les émotions du terrain. Ouais, est-ce que à l'époque où t'étais capitaine, on t'appelait déjà la vieille? Non. Non. C'est récent. Ça fait 2 ans que je fais vraiment partie des vieilles. Avant, j'étais pas la vieille. Là, maintenant, je suis la vieille de chez vieille, tu vois. Mais c'est bien. J'ai un autre statut maintenant. J'ai les petites gamines qui ont 18, 20 ans dans l'équipe. Je vois les choses différemment. Je me dis que mon rôle, c'est d'être sûr qu'une fois que j'arrêterai, elles seront capables de porter les valeurs pour lesquelles je me suis battue depuis 15 ans dans le groupe, tu vois. C'est ça, mon objectif maintenant, c'est ça. C'est de pouvoir partir en me disant, elles sont toutes des putains de nanas prêtes à défendre le vert et bleu du club. Ouais, justement, tu parles des petites jeunes. J'ai une question que j'aime bien poser. C'est si tu pouvais te transformer en une petite Laura et te poser sur l'épaule de la Laura de 14 ans, juste avant que tu découvres le rugby. Vraiment juste avant, hein, au moment où tu t'es dans, alors je crois que c'était un cours de sport, tu dis que c'était l'UNSS, juste avant que tu rentres sur le terrain ou qu'on t'envoie le ballon, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Je lui dirais vas-y, quoi, mais surtout n'hésite pas une seule seconde. Et parce que à ce moment-là, j'ai pas hésité parce qu'on n'avait pas le choix en fait. On nous a dit c'est EPS, tout le monde fait rugby. Il y a plein de gens qui voulaient pas faire rugby, que ce soit chez les élèves filles ou garçons, hein, parce que quand t'as pas envie, t'as pas envie, tu vois. Et moi, je me suis pas posé la question. C'était sport, c'était cool, j'aimais bien. Mais je lui dirais vas-y parce que tu vas mettre les pieds dans la plus belle aventure humaine de ta vie jusqu'alors. Wow. Alors ça, c'était pour toi, la question pour toi, où t'étais une toute petite, tu pouvais te parler à la petite Laura de 14 ans. Si maintenant une des petites jeunes qui arrive dans ton club, 17, 18 ans, et que tu vois qu'elle a les dents longues avec beaucoup de valeurs sportives et autres, mais elle a envie de performer à son niveau dans le club ou dans le rugby de manière générale, quel meilleur conseil tu pourrais lui donner? 2 choses. Un, je lui dirais qu'elle performera jamais seule et que ta réussite sportive, elle ne dépend jamais que de toi. Oui, bien sûr, il y a toute l'envie, l'abnégation et la rigueur que tu peux y mettre, c'est un paramètre indispensable, mais que d'autant plus dans un sport comme le rugby, tu peux pas ne compter que sur toi et que tu ne seras que meilleur en apprenant des autres et en donnant aux autres. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est, je lui dirais que le talent ne remplace pas le travail. Si elle veut réussir, c'est tous les jours, tu vois, c'est tous les jours. Et il faut arrêter de se chercher des excuses. C'est pas j'ai mon boulot, j'ai les études, j'ai les partiels. Non. Si tu veux réussir, si t'as un objectif en tête, et peut-être que tu n'y arriveras pas, mais si tu veux ne serait-ce que te donner les moyens de pouvoir le toucher du doigt, c'est tous les jours en fait. Et c'est dans ta tronche, c'est dans ta tête le mental que tu dois te construire parce que personne ne le fera à ta place.
personne ne le fera à ta place, mais en même temps, il y a plein de gens autour de toi pour t'aider à le faire. Et c'est ces 2 paramètres-là avec lesquels tu dois être capable de jongler en permanence. Ce que toi, tu es capable de faire, ce que tu es capable d'amener pour toi-même et de comment tu es capable de te nourrir du reste en échangeant en permanence, tu vois. Et souvent, c'est ce que je dis à mes joueuses, ou d'ailleurs quand je interviens en entreprise. Le plus important, c'est de comprendre ça, c'est de comprendre que c'est l'aventure humaine qui te construit. C'est pas juste aller chercher ta perf, aller être championne de France avec des gens avec qui moi j'ai rien vécu au quotidien, mais ça m'intéresse pas. C'est pas comme ça que j'aurais eu l'impression de m'être pleinement épanouie. La question, c'est qu'est-ce que je vais être capable de faire et de donner tous les jours, tu vois, pour me réaliser en fonction de ce qui me correspond, tu vois, en fonction des valeurs qui sont les miennes et la façon dont j'ai envie, dont on se souvienne de moi en tant que sportive ou en tant que membre d'une certaine équipe. Et donc, ouais, je pense que je lui dirais, 1, n'oublie pas que t'es pas seul, et 2, n'oublie pas que c'est le travail. Bon, alors du coup, j'ai beaucoup apprécié ta réponse, hein, mais il y a la dernière question que je pose, c'est une phrase à trous, c'est le talent c'est bien, mais 3 petits points. Tu m'as un peu pourri la question, mais allez, je te la pose quand même. Donc le talent c'est bien, mais je viens de te le dire, mais ça ne remplace pas le travail. Merci. et je pense que c'est vrai partout, tu vois, partout. Ce qui est génial, moi j'ai vu des joueuses arriver dans mon équipe qui débarquaient comme ça à l'âge de 18 ans sur le tard, comme certains de tes sportifs, en me disant mais qu'est-ce qu'elles font ici, entre guillemets. Mais jamais le rugby c'est fait pour elles. Des filles, tu vois, qui s'accrochent, qui se sont accrochées à s'entraîner tous les jours, à apprendre, à plaquer, à mettre la tronche, à faire des passes, et qui ont fini par jouer au meilleur niveau, tu vois. Et c'est ça, c'est les plus beaux exemples. C'est les personnes à la base dont tu as l'impression qu'elles pourront pas y arriver, mais que parce que elles y croient tellement dur, elles finissent par y être. Tu vois, la personne talentueuse qui arrive, j'ai envie de te dire, mais c'est génial. Mais le plus bel exemple, c'est pas ça. Et souvent, c'est ce que je dis aux joueuses de l'équipe. C'est peut-être là maintenant, c'est pas ton heure, mais donne-toi les moyens pour que ça le soit peut-être un jour. Et tu vivras. Je dis tout le temps peut-être parce que tu sais jamais. Tu as peut-être la plus belle aventure de ta vie. Mais clairement, il faut juste, j'ai tendance à dire qu'il faut arrêter de se mettre des barrières qui sont pas les nôtres. Tu vois, moi, quand j'ai commencé le rugby, il y a plein de gens qui m'ont dit le rugby, c'est pas pour les filles, tu devrais faire autre chose, fais du basket, fais du hand, j'en sais rien. Le rugby, c'est pour les garçons, c'est trop dangereux. Et alors, si moi, j'ai envie d'essayer, pourquoi me mettre vos idées à vous, tu vois? Quand j'ai commencé, j'étais en prépa HEC, le 2e jour de prépa, le proviseur, il m'a convoqué, il m'a dit Laura, dans la prépa, on peut pas avoir de sportif de haut niveau, je vous réoriente dans un BTS, vous allez pas y arriver. J'avais pas commencé, qui me disait déjà que je pouvais pas le faire. Tu m'étonnes que tu as envie de t'arracher. J'avais eu un sportif avant. Et tu vois, et je pense qu'il faut arrêter de fixer des barrières ou des obstacles aux autres. Enfin, chacun décide, chacun est maître de ses propres limites, tu vois. C'est toi qui définis les règles de ton jeu, tu vois, de ta vie. C'est toi qui définis. Ça veut pas dire que tu vas réussir. C'est-à-dire que si tu as envie d'essayer, en fait, fais-le. Pareil, tu vois, quand j'ai créé ma boîte à 25 ou 26 piges avec mes 2 associés, tout le monde m'a dit, Laura, tu viens faire des études, machin, crée pas une boîte, c'est super dangereux, dans le sport féminin, en plus, il n'y a pas d'écosystème et tout. Mais si j'avais pas fait, je serais passée à côté, de la plus belle aventure professionnelle de ma vie, dans laquelle je suis la plus épanouie maintenant, tu vois, j'ai l'impression d'avoir trouvé ce qui me plaît vraiment, alors que ce que je faisais avant, c'était pas forcément le cas. Et ouais, peut-être mon dernier truc à dire, c'est ça, c'est, en fait, définissons nous-mêmes les règles de notre propre jeu, tu vois, de notre propre vie. Et après, chacun définit les siennes, mais ça sert à rien de fixer nos limites aux autres. Moi, demain, il y a des gens, ils font des choses, je pense jamais je me sentirais capable de le faire, mais c'est pas à moi de décider pour eux, tu vois, c'est chacun à soi d'être capable de le faire. Et plus tu te laisses les portes ouvertes, plus tu peux aller explorer des champs que tu n'avais même pas imaginé être possible. Wow. Écoute, je pense que ce sera une excellente conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui. Juste avant de te laisser partir quand même, j'aime bien demander, enfin c'est la tradition du passage de micro. S'il y avait une sportive, parce que quand même, à une sportive, je ne peux demander qu'une sportive ou des sportives, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner dans les gens que tu aimerais entendre s'exprimer dans ce podcast? Ouais, j'en ai plusieurs, mais en ce moment, j'en ai une qui me tient à cœur. C'est pas une femme sportive de haut niveau, forcément, mais c'est quelqu'un qui évolue dans le monde du sport, qui évolue ici beaucoup, qui œuvre énormément dans le nord de la France. Elle s'appelle Alessandra Machado. C'est une dame qui est brésilienne et qui est arrivée en France il y a une 20aine d'années et qui s'est rendue compte à quel point le sport
sans parler de sport de haut niveau, pouvait être un formidable outil d'émancipation et de liberté pour tous et surtout pour toutes, et qui a créé une association ici qui s'appelle Passerelle et qui fait un travail monstrueux et qui, elle, utilise son statut, elle est coach sportif maintenant, pour simplement aider des femmes, on pourrait dire plutôt invisibles, à sortir de leur invisibilité et juste leur montrer comment le sport allait pouvoir les rendre c'est peut-être pas le mot plus forte, mais en tout cas plus visible et les aider à s'accomplir en tant que femme. Et elle fait un travail monstrueux. Et je pense que si on avait plus d'Alessandra Machado autour de nous, on aurait aussi peut-être plus de personnes qui arriveraient à s'épanouir grâce à l'activité sportive. Donc c'est quelqu'un, je trouve, qui fait un travail magnifique et qui est une magnifique ambassadrice de ce que sont les valeurs du sport. Donc ça, ce serait pour mon exemple ambassadrice des valeurs du sport. Et sinon, je réfléchis parce que j'ai plein de noms en tête. On reste à Alessandra Machado si tu veux. Je vais rester à Alessandra parce que je voudrais pas après, je pourrais te dire une liste beaucoup trop longue et ce serait bref, Alessandra. Ça va. Bah écoute, d'habitude je termine ça en disant que j'accepte le défi d'aller chercher telle ou telle sportive ou sportif. Du coup, ce sera pas forcément un défi sportif d'aller vers Alessandra, mais j'accepte quand même d'aller vers elle. Et effectivement, comme tu le dis, ça a l'air d'être une très bonne personne, donc ce sera avec plaisir. Et puis si jamais j'arrive pas à l'avoir, je te demanderai peut-être une mise en relation. Sans problème, avec plaisir. Et puis pour la liste des sportives, tu pourras me passer ça en off, comme ça j'irai les embêter aussi. Bien sûr, j'en ai plein, je pourrais te donner quelques noms avec plaisir. Super. Bah écoute Laura, est-ce qu'il y avait encore un point que tu voulais aborder avant qu'on se quitte, ou on reste sur les très belles conclusions que tu nous as faites pendant tout l'épisode? En fait, tu nous as fait une conclusion pendant tout l'épisode. Je vais terminer simplement en te remerciant. Parce que je pense qu'en effet, le fait de mettre en avant des parcours sportifs, ça simplement, comme je te dis, je crois beaucoup aux échanges, aux rencontres et à l'ouverture du champ des possibles. Et mon associé, qui s'appelle Yannick, qui est le monsieur qui m'a proposé de créer l'entreprise, lui, c'est un monsieur qui a toujours rêvé de créer une entreprise dans le monde du sport. Il n'est pas dans ce monde-là. Et quand il m'a rencontré, il m'a dit, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Pourtant, il avait 50 piges et il avait aucune raison de le faire. Il m'a dit, tu sais, Laura, en réalisant mon rêve, je t'ai aidé à réaliser le tien. Et je pense que si chacun réussissait à accomplir son rêve, il aiderait les autres à pouvoir le faire. Et je pense que toi, Hermano, en créant ton podcast, c'était peut-être une idée ou un projet qui tenait à cœur, un petit rêve. Et en faisant ça, tu permets à d'autres personnes de s'exprimer comme moi. Et ça peut créer des déclics chez d'autres. Et je trouve que ce que tu fais, c'est juste formidable. Donc, merci de le faire. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à créer ces espèces d'échanges, et c'était juste de manière très humble, tu vois, ces petites chaînes entre nous, ça nous rend, je pense, plus humains. Et donc, merci pour ça. Merci à toi. Et encore une fois, merci pour cette très belle conclusion. Laura, je te souhaite une bonne fin de journée. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie d'être arrivés jusqu'ici, d'avoir écouté cet épisode. Je mettrai dans les liens de l'épisode toutes les informations pour pouvoir continuer à te suivre, Laura, et puis éventuellement à te contacter s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur toi ou avoir plus d'infos encore. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse, salut les sportifs.